On est présentement avec David Cartier, président des emballages Cartier. David, jusqu'à présent, on a une belle journée de pêche, mais j'aimerais ça en apprendre plus sur David Cartier. David Cartier, c'est le président des emballages Cartier, mais depuis quand ou d'où est partie l'idée de l'emballage Cartier? Bien, c'est une relève familiale. Hein. L'entreprise a commencé en 1980. Jean Cartier, mon père, qui a parti l'entreprise qui s'appelait au départ Distribution industrielle Saint-Césaire, qui est devenu Emballage Jean Cartier, qui était un genre de one-stop shop. Et bien, on a pris la relève. Moi, ma sœur et ma jeune tante. Puis, tout dernièrement, dans les 10 dernières années, là, les deux filles ont quitté l'entreprise. Une pour la retraite, une pour un autre projet qui est Domaine Cartier-Potel. OK. Et j'ai pris la présidence, puis j'ai amené ma couleur à l'entreprise. Tu parles de Domaine Cartier-Potel. Ça, c'est un... Bon, parce qu'on a vu les produits, c'est une cidrerie, un vignoble. Puis ça, c'est une autre idée qui est arrivée pendant ta présidence? Oui, bien, en fait, j'ai beaucoup d'amis. Il y a deux idées qui ont convergé. J'ai des amis qui ont des vignobles. Puis j'ai aussi, bien, mon beau-père avait une terre agricole, puis j'allais aider mon beau-père sur la terre. Puis quand il a vendu, bien, ça me manquait tout ça. Là. À un moment donné, ces idées-là ont convergé. Ça a donné avec mon beau-frère qui devenait disponible. Il était directeur informatique chez Raymond Chabot. Puis là, il était comme entre deux jobs. J'étais arrivé avec l'idée, puis lui, écoute, ça a vraiment changé sa vie. Là. Il a mordu là-dedans, puis bien, ça a été la naissance. On a acheté un verger, puis on a acheté de l'équipement, puis on s'est mis à faire de l'alcool. Wow. On parle de la présidence. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer en affaires? Bien, c'est une bonne question parce que les relèves familiales, on est tous un peu pris avec ça. Est-ce que j'ai eu le goût? Est-ce que je suis arrivé là? Tu sais, moi, je suis allé à l'école, c'était pas terrible pour moi l'école. Je suis allé jusqu'à l'université, je l'ai pas fini. Je suis allé voir ma mère, j'ai dit « T'as-tu une job à me donner en attendant? » Puis je suis encore là depuis ce temps-là. C'est quoi la job? Bien, j'ai commencé aux entrepôts. Là. Okay. Bien, j'avais travaillé l'été à l'entrepôt, mais là, j'étais directeur entrepôt, logistique éventuellement. Mais en fait, j'ai jamais vraiment choisi. J'ai vraiment fait ma place en faisant tous les jobs dans l'entreprise. Okay. Puis à un moment donné, bien, j'y ai pris goût. Puis quand j'ai pris la présidence, bien là, c'était ma compagnie, puis il fallait que j'y amène vraiment là, ma façon de penser. Puis c'est vraiment là que j'ai eu le goût d'être entrepreneur. Avant, j'étais plus staff. Là, parce que tu as fait tous les postes, dans le fond, chez Emballage Cartier? Oui, peut-être moins les finances. Ma sœur est comptable agréée, puis 4 ans, mon aîné, fait que c'est elle qui s'est occupée de finances, ressources humaines, informatique, mais tout ce qui est opération, là, je m'en suis occupé, oui. OK. David, je te poserais la question, quand tu as repris la relève, c'est quoi qui a été ton plus grand défi? Bien, les relèves, c'est de trouver sa place. Puis, tu sais, on a eu comme 2 relèves. Il y a eu moi, ma sœur, ma tante, que ça a été une relève de structure. Avec les filles, on a mis en place les systèmes informatiques, les ressources humaines, ISO. On a vraiment pris l'élan de mon père qui était très entrepreneur, un peu décousu. Puis là, on a mis de la structure. Puis la deuxième relève, en fait, c'est quand les filles quittent, bien là, c'était de ramener de la croissance parce qu'on a vraiment on a planté un peu du nez. Puis pendant quelques années, c'était de la décroissance. Des engagements des employés. On était quasiment comme un MeToo. Si on se comparait avec le marché, notre offre était exactement la même que nos compétiteurs aux yeux de nos clients. Donc, le plus grand défi, ça a été de changer la mission, de dire c'est quoi qu'on fait à cette heure là, pour que ça marche. Puis je me suis approprié. Avec l'équipe que j'avais en place, je me suis vraiment approprié la tâche qui m'incombait. Puis on a vraiment mis les choses en place. On a changé l'entreprise, on a changé le nom, on a changé la mission. On a même démoli les murs, on a tout redécoré. C'est là, je m'amuse à dire, je suis passé de locataire à propriétaire. T'sais. OK. Puis tu dirais-tu que c'est ça qui a fait en sorte que tu as encore plus apprécié ton rôle? Ah, clairement, parce que le jour 1, je me rappelle, j'avais un bureau, il n'y avait pas de fenêtre après ce bureau-là. J'ai fermé la porte puis j'ai pleuré. Là. Je savais vraiment pas par quel bout de le prendre. J'appréciais pas. Je suis devenu président comme par défaut. Là. Il y a quelqu'un qui est parti, puis là, c'était mon tour. OK. Ah oui, c'était méchant vertige. OK. Wow. Puis tu sais, on parle justement de vertige au day-to-day là, dans ton entreprise. C'est de la pression quand même. Puis comment toi, tu arrives à la gérer, cette pression-là? Bien, moi, j'ai pris la décision assez tôt dans la présidence que j'ai prise.
J'ai replacé les affaires peut-être pendant 3-4 ans, puis j'ai pris la décision que moi, je ne m'occuperais plus des opérations. Je l'ai fait longtemps, j'ai fait tous les départements, je connais. Je suis heureux d'avoir tout fait les départements, puis de connaître toutes les tâches de chacun, ça me donne une richesse incroyable. Mais de caler les shots à tous les jours, de partir avec le stress, de me réveiller la nuit parce que j'ai peut-être oublié quelque chose, j'ai dit ça, c'est pas pour moi. J'ai vu mon père le faire, j'ai vu d'autres mondes le faire. Donc, j'ai misé sur mon équipe. Okay. Très, très tôt dans la présidence, là, je travaillais avec les forces des gens. Puis, je suis quand même pas capable de l'expliquer exactement étape par étape, mais j'en suis venu à avoir des discussions ouvertes avec eux autres. Prenez votre place, je vais vous la laisser. Okay. Ça m'a amené à plus aller à des meetings, dire c'est ta responsabilité, tu t'en occupes, donner le droit à l'erreur. Il y a beaucoup de choses qui, entre le moment où j'ai pris la décision puis aujourd'hui, qui fait que je ne suis plus du tout dans les opérations. Puis je te dirais non, je n'ai pas de stress relié à ça. J'ai d'autres stress ici et là, mais je n'ai pas le stress de runner le show, là, comme on dit. Donc, dans ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est que au lieu que ce soit juste toi qui as la pression sur tes épaules, c'est toute ton équipe, dans le fond, qui a toute une partie de cette pression-là. Bien, c'est des gens compétents qui veulent à quelque part. C'est pas normal qu'une personne ait toute la pression. Ouais. Quelqu'un qui est compétent dans les achats, beaucoup plus que moi, bien, c'est-tu vraiment une pression ou un défi? Oui, il existe quand tu t'occupes des opérations, oui, il existe certaines pressions, mais c'est pas normal qu'une seule personne les ait toutes. Okay. Fait que chez nous, c'est les personnes compétentes qui se partagent cette pression-là. Super. Donc, on parle de pression, il n'y en a plus. Au day-to-day, qu'est-ce qui va te motiver? Parce que là, tu dis, bon, je suis sorti des opérations, j'ai une équipe qui gère l'entreprise. Mais qu'est-ce que toi, David Cartier, qu'est-ce qui te motive à avancer puis encore à aller de l'avant? Ouais. Bien, écoute, dans le processus, c'est devenu comme une espèce de vide ou un deuil ou... C'est bien beau de prendre la décision de dire je vais être libre ou je vais me dégager des opérations, mais nécessairement, ça crée un trou parce que tu arrives au bureau un petit peu plus tard, tu repars un petit peu plus de bonne heure, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est beau, tu peux aller pêcher, tu peux aller faire ça. Je suis pas capable de faire ça tous les jours. Là. Je grandis pas là-dedans. Il a fallu que je trouve d'autres choses. Puis ce vide-là, c'est comblé. Bien, c'est sûr que l'amour de mon entreprise, je l'ai. L'implication de l'entreprise, même si ce n'est pas dans les opérations, je suis au courant de tout ce qui se passe. Je suis proche de tout le monde. Je dîne à la cafétéria tous les midis. Je connais ma gang. Je m'arrange pour savoir comment ils vont. Puis tout. Mais moi, comment je me réalise? Bien, ce vide-là, c'est comblé ailleurs. Il s'est comblé par l'entreprise en étant plus stratégique, créer des alliances stratégiques, travailler sur des dossiers d'acquisition. Je suis probablement une des personnes qui ramène, en tout cas dans les dernières années, qui a ramené beaucoup de contrats de l'externe, de non-clients, de prospects, mais aussi m'impliquer aussi personnellement. Je suis invité à travailler avec des conseils consultatifs, à faire même si ce n'est pas du coaching, je travaille avec des entrepreneurs pour les aider, les challenger. On m'a demandé de faire des conférences. Personnellement, ça m'a fait grandir beaucoup. J'aime bien ça, faire ce genre de choses-là. Et ça amène de l'attraction à mon entreprise. Plus je suis public, plus je fais parler de mon entreprise. Et je rencontre plein d'entrepreneurs. Je suis impliqué dans tout le monde d'entrepreneuriat au Québec, soit par différents groupes. Là. Fait que j'ai comme trouvé ma place, mais ma place n'est plus du 7 à 7 ou du 8 à 4,5. Ou... Okay. Il y a des journées, je peux rentrer à midi. Il y a d'autres journées, je peux finir à 9 h, mais je ne suis pas sur la chaîne. Fait qu'on pourrait dire qu'en fait, tu redonnes ce que tu as appris à d'autres entreprises ou d'autres entrepreneurs ou des jeunes qui veulent se lancer en affaires. En fait. Oui, bien, on peut dire ça, mais en même temps, quand on redonne, on prend aussi beaucoup. C'est un peu égoïste, ces choses-là. Oui, je pense que je suis généreux puis j'aide les autres. Mais quand je coach un gars, là, je pense qu'il est meilleur entrepreneur que moi. Okay. Mais lui, ce qu'il aime de moi, c'est que je le challenge bien gros. Mais il y a un gars, c'est incroyable, puis il m'impressionne à toutes les fois. Là, ça devrait avoir. Je peux te raconter les choses que je vois dans les conseils consultatifs. Là, je prends un peu au passage aussi. Ah, bien, je pense qu'on en apprend dans tout. Puis, dans le fond, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est dans ce que tu redonnes, justement, parce que là, ce qu'on comprend, c'est que tu es comme sorti des opérations. Qu'est-ce que tu es allé chercher et qui t'a le plus surpris dans l'aide que tu es allé donner à d'autres entrepreneurs? Bien,
je suis surpris de voir à quel point il y a des gens qui sont ouverts, qui ont du guts. C'est-tu plus jeune ou plus vieux? Je ne sais pas, on a tendance à dire que les plus jeunes entrepreneurs, ils ont un petit peu plus de guts. Mais tu sais, j'ai un ami, là, il est plus vieux que moi, puis il m'a demandé des conseils. Puis il y a une très, très grande ouverture présentement là, au Québec à justement se faire challenger. Puis des fois, tu sais, je fais juste dire à quelqu'un pourquoi tu n'essayes pas ça de cette façon-là? Puis des fois, la personne me rappelle dans la même journée, c'est fait, ça a marché. C'est wow! Des fois, je suis obligé de doser. Je suis obligé de doser, de dire attention, là, quand je te donne une bonne idée, tu peux mûrir. Pense-y un peu avant, en fait. Là. Mais il y a vraiment du guts. J'ai rencontré des gens d'une grande ouverture, puis essayer des choses, pas se lancer, c'est spécial de voir ça. C'est vraiment... Je pense que l'entrepreneuriat a pris une place plus grande qu'avant au Québec. C'est plus médiatisé, mais les gens ont vraiment envie de se lancer, je pense. Ouais, ben écoute, c'est un métier, c'est une aventure, c'est quasiment une vocation, en fait. Mais je veux dire, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Il y a du monde qui pioche sur la tête des entrepreneurs qui victimisent, sont en train de dire on se fait juger. Ouais, ben attends un peu, là. Il y a des super bons côtés, il y a des downsides incroyables. Je suis sûr que, tu sais, j'ai des amis infirmières, ils cherchent le bon côté. J'ai des amis professeurs et ils cherchent le bon côté de ce temps-là. Entrepreneur, il y a des bons côtés, il y a des downsides. Moi, il y a des décisions que j'ai prises là, dans ma vie, là, j'ai pas le goût d'y reprendre. Je le sais qu'il va en avoir d'autres des mêmes. Là. Tu travailles avec des gens qui ont vécu des drames familiaux, des décès, des suicides, puis tu vas prendre des décisions avec ces gens-là qui sont pas capables de fonctionner. C'était tough, là. Puis quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, il n'a pas à prendre ces décisions-là, aller convaincre un banquier. Fait que oui, c'est tough, mais en même temps, victimise pas. Tu as choisi, tu as ta rançon de la gloire. Là. Il y a des beaux côtés. Check aujourd'hui. Effectivement. Regarde aujourd'hui. J'étais infirmière, j'aurais pas été invité à ton émission. Oui, effectivement, effectivement. Dans ton entreprise, la relation que tu as maintenant avec tes employés, ça peut ressembler à quoi? Elle n'est pas tant différente qu'elle était avant parce que je suis là régulièrement. Moi, là, j'arrive le matin, là. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais mon stationnement, ben pourquoi? Parce qu'avant, j'ai déjà eu un bureau dans ce coin-là, puis mon stationnement est vraiment où il y a notre laboratoire maintenant. OK. Donc, en arrivant, je rentre par le laboratoire, puis il y a une petite fenêtre. Le laboratoire, c'est comme un bunker, personne n'a le droit d'aller, là, mais il y a une petite fenêtre. Puis là, j'entrevois quelqu'un dans le laboratoire ou j'entrevois une palette de quelque chose que je connais pas. Je rentre dans le laboratoire, puis là, je m'en vais poser des questions. Qu'est-ce qu'on est en train de tester? Bien, des fois, on est en train de tester des canettes de bière, des fois des meubles, des fois des cercueils. L'autre fois, on avait une palette de médicaments. C'était de l'eau qu'il y avait dedans, mais normalement, le médicament du client, là, la compagnie pharmaceutique, ça vaut 200 000 $ à peu près, là, tu sais. Là, je pose des questions à l'ingénieur ou au chargé de projet qui est là, puis là, ça me fait triper au bout. Puis là, je rentre dans la bâtisse, moi, je salue tout le monde, je m'en vais jaser avec tout le monde. Puis des fois, je suis celui qui apprend à celui à l'autre bout dans le bureau. Savais-tu qu'on était en train de tester des cercueils? Ça m'a fait triper de voir des cercueils. Mais là, des cercueils, tu es dans l'emballage, tu emballes des cercueils? Bien, on emballe tout ce que les clients veulent emballer. C'est eux qui font leur emballage. Mais dans le business du cercueil, ça vaut cher un cercueil, puis quand ils l'envoient à leur client puis qu'ils arrivent tout poqués, bien, ils ne sont pas contents. Fait que moi, je m'en vais voir tout le monde avec ça. Je trippe au bout, parce que ça me fait pas mal plus tripper d'avoir un lab puis d'amener des solutions d'emballage que de juste pousser des produits comme on le faisait dans le temps. Fait que là, c'est des fois un prétexte pour aller jaser avec le monde. Puis moi, je suis celui qui sait comment tout le monde va dans la compagnie. Fait que quand je rencontre mon directeur général une fois ou 2 semaines de façon formelle, ma première question, c'est comment vont notre gang? Là, on prend par département, puis je le mets au défi parce que s'il ne sait pas que telle personne aux achats ne va pas bien, là, il n'a pas posé ses questions comme il faut. Fait que je suis très, très près de ma gang, puis bien, tout le côté que je fais avec d'autres entrepreneurs, j'aime ça conseiller un employé qui veut grandir dans l'entreprise. Dans l'année qui vient de se passer, là, je pense qu'il y a eu 5 promotions. Wow. J'encourage ça au bout. Pour moi, c'est une fierté de voir un Kevin qui était électromécanicien, puis là, tout d'un coup, il travaille dans un bureau, d'avoir une Cindy qui est aux achats, qui est rendue aux ventes, là, c'est super stimulant pour moi. Wow! C'est louable. Mais as-tu un exemple qui te tape à l'œil de vraiment de dire, écoute, il y a toi, en fait, qui est parti de l'entrepôt puis qui est devenu président, mais dans ton entreprise, y a-tu quelqu'un qui vraiment qui sort de l'ordinaire, qui fait en sorte que, wow, tu es vraiment fier de cette personne-là?
Ils viennent d'avoir 2 promotions à l'équipe de direction. Donc, une personne qui travaillait au marketing, on lui a donné la direction du marketing. Quelqu'un qui travaillait aux ventes, on lui a donné toute la direction des ventes. C'est des jeunes, ils se greffent à un comité de direction qui est tout mon âge ou plus vieux que moi. Là, ça rajeunit la gang, là, c'est dynamique, là, on se fait challenger ces technologies. Tout. Ah non, c'est trippant au bout. Là. Puis il y en a plein dans d'autres départements, mais ces 2-là, c'est ceux que je pense là, qui ont monté très rapidement. OK. On parle d'entrepreneur. Comment tu vis les hauts et les bas d'entrepreneur au niveau du stress? Bien, ça a changé beaucoup le stress dans ma vie, là, heureusement. Les décisions que j'ai prises, ils ont amélioré grandement ma vie. Moi, je suis capable de faire le cut-off quand j'arrive chez nous. OK. Même des fois, ma blonde a dit non, tu me parles pas de tes problèmes. J'en ai pas tant que ça. Ça arrive, mais comme j'ai dit tantôt, j'ai pas les problèmes des opérations de day-to-day. Moi, c'est sûr que jouer au hockey, c'est quelque chose qui est important. Ça me défoule, ça sort le méchant. Là, présentement, ça fait un bout que j'ai pas joué au hockey. J'ai un genou magané. Okay. On est en période où le hockey, je joue pas. Mais j'ai besoin de bouger. Ça, c'est un peu comme tout le monde. J'ai besoin de sortir tout le méchant. Mais du stress comme tel, comme empêcher de dormir. Écoute, avant, j'étais colérique. Je partais en vacances. Puis on dirait que toutes les fois que j'allais en vacances, il y a quelqu'un qui donnait sa démission ou il y a quelque chose. Puis nécessairement, comme je m'occupais de tout, bien, une démission, ça me touchait personnellement. C'était dans mon département. J'avais tous les départements. Ben je me rappelle, un moment donné, un employé me donne sa démission, puis je suis quasiment tombé en dépression. Je n'acceptais pas du tout. Puis à cette heure, je suis dégagé de ça. Quand quelqu'un donne sa démission, je fais comme, ben, bravo, il s'en va accomplir ce qu'il veut ailleurs. C'est pas contre moi. Là. Mais mon niveau de stress, par rapport à la perspective que j'ai, il a beaucoup, beaucoup changé. Puis, est-ce que tu as appris de ça ou c'est juste le fait de sortir des opérations? À un moment donné, tu es pris dans les opérations. Puis quand tu es pris dans les opérations, tu ne vois plus rien. Mais tu te sens super utile. Moi, j'appelle ça le phénomène du pompier. Là. Un pompier qui éteint des feux, là, il sert à quelque chose, il sauve des vies. Mais quand tu es dans ce beat-là, on peut appeler ça le beat, là, quand tu es dans le beat, bien, tu te sens super utile, tu es super stressé, mais tu vois rien. Ouais. Quand tu prends ce recul-là, c'est drôle, tu vois les autres qui font comme ça. Là. Tu ris un peu, mais j'aimerais ça l'aider, mais il ne le voit pas. Là, il dit « J'aimerais tellement ça être comme toi. » Fais-le! Exact. Aujourd'hui, on est à la pêche, c'est la passion de plusieurs Québécois. La passion de David Cartier, ça serait quoi autre que la pêche? Ben écoute, c'est sûr que j'adore la pêche. Là. Okay. Je l'adore pas au point de pêcher souvent. Okay. Moi, j'ai besoin d'un voyage de pêche par année avec le meilleur pêcheur au monde, puis le meilleur beau-frère, Jean-Pierre Potel, mon associé, je donne Cartier Potel. Un voyage de boys par année, ou peut-être 2. D'ailleurs, j'aime bien aller faire des voyages de foot aux États-Unis avec d'autres boys. Mais c'est sûr, je joue au hockey. Moi, je joue au hockey 2 fois par semaine. Je pensais que j'étais super en forme parce que je joue au hockey. C'est pas le cas, c'est pas vrai. J'ai vu ça quand j'étais allé à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis il fallait s'entraîner pour un marathon, puis tout. Que j'ai d'ailleurs couru un demi-marathon. Ben bon. Là, le hockey, je peux pas jouer présentement à cause d'une blessure au genou. Tu fais quoi? Ça me manque. Puis honnêtement, je suis... Ça fait dur mon affaire. Ah ouais? Ouais. Là, il faut que je me mette en mouvement. Je prends des marches, ça me nourrit pas. Il faut que je trouve une manière de me défouler. Puis quand je défouler, c'est pas taper sur le monde. Là, brûler de l'énergie plus que ça. Fait que là, il faut que je me donne des petits coups de pied dans le derrière. Fait que dans ta passion, en fait, pour le hockey, pour la pêche, moi, ce que je sens, en fait, c'est aussi que tu aimes ça, être entouré et être avec du monde. Ah, clairement. Clairement. La période du COVID, là, pour beaucoup de monde, ça a été difficile. Puis j'ai entendu toutes sortes de théories, mais dans mon cas, moi, je suis une bébite sociale. Là. Ouais. Moi, quand je passe au bureau, je me promène d'un bureau à l'autre, puis je jase avec tout le monde. J'ai pas tant de job à faire là, sur mon clavier puis tout. Là, tout le monde est en télétravail. Ça, je trouve ça plus top. Je ne vais pas faire plus pitié que les autres, mais c'est sûr qu'il y a eu la période de la crise où là, j'étais intense. Je revenais un peu dans les opérations au début de la crise, là, mettre en place le comité de COVID, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait avec la marge de crédit, puis qu'est-ce qu'on fait avec les clients, puis tout. Mais au bout de 3 semaines, 1 mois, je suis retombé en mode « Ils sont où le monde, là? » Oui, ça me manque beaucoup. OK.
David Cartier, c'est Emballage Cartier, c'est Domaine Cartier-Potel. Mais David Cartier lui-même, il se voit où dans le futur? J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à me voir. Je suis pas un gars qui est planifié. Je me rappelle, j'allais à l'école, puis j'avais un ami, moi, il était asthmatique, puis il dit, moi, je pense qu'il avait 8 ans, puis il disait, un jour, je vais travailler à l'hôpital pour guérir l'asthme. Bien, Christian, il est là. Il est à l'hôpital à Saint-Jean, puis il travaille dans ce domaine-là. Oh, ouais. T'en croises du monde là, qui ont vraiment ils ont planifié quelque chose. Puis moi, ça n'a jamais été de même. Tous les postes que j'ai eus dans l'entreprise, je n'ai jamais demandé. C'est arrivé comme, bon, OK, ça serait peut-être temps que toi, tu ailles là, va-t'en aux ventes ou bon. Quand on me pose des questions pour plus tard, c'est sûr que je me revois pas dans des opérations. Tu sais, faire des start-up, puis partir des entreprises, puis être l'opérateur, puis mettre des heures, je me vois pas là. Je me vois beaucoup dans des conseils consultatifs. Je me vois peut-être investir dans des projets avec des gens à qui j'ai confiance. Tu sais, je regarde Domaine Cartier-Potel, ma sœur puis mon beau-frère, j'ai confiance en eux. Quand je vais au meeting, je ne m'ostine pas avec eux autres. Ah, ouais. Je suis investisseur, je les regarde aller. Des fois, ils me demandent un conseil, mais je veux dire, j'ai arrêté de m'ostiner. Les expériences que j'ai eues de conférencier, ça a été génial. J'ai donné une grosse conférence au groupement chef d'entreprise. Il y a quelqu'un dans la salle qui a vu ça. Il m'a invité à aller donner sa conférence-là à Tahiti. Wow. Je suis allé à Tahiti l'année passée. Je l'ai roulé au moins une dizaine de fois. Oui. Toujours à Tahiti? Non. OK, À Tahiti, j'ai donné 2. OK. Mais après ça, au Québec, Montréal, Saint-Jean-Granby. C'est moins exotique. C'est moins exotique. Mais moi, là, quand j'étais au secondaire, j'ai fait du théâtre, puis je me disais, je vais-tu en théâtre ou je sais pas trop quoi, comme tous les jeunes, puis tout. C'est quelque chose que j'aimais, l'improvisation, le théâtre, le parler en public, ces choses-là. Fait que les conférences, les occasions que j'ai eues de donner des conférences, ça a ramené quelque chose que j'avais laissé de côté. Là, à un moment donné, tu rentres dans ta vie, tu as des enfants, tu as une maison, tu as une job, puis tu oublies un peu ce que tu voulais quand tu étais jeune. Là. Fait que je te dirais que oui, peut-être des choses comme ça. Puis bien entendu, aider des entrepreneurs, challenger des entrepreneurs. Je pense que j'ai vraiment du fun et du talent là-dedans. Donc, faire plus de conférences outre-mer. Ah, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par ma job d'aider du monde ou d'être oui. conférencier, je me suis ramassé à Tahiti puis à Hawaï aussi. J'ai OK. Gagné un voyage à Hawaï. Ah, c'est plate ça. Ben ouais, check. Tu me disais que tu avais des comités, dans le fond, dans ton entreprise. J'imagine que eux, tu les rencontres encore. Oui, bien, les comités, moi, je trippe un peu là-dessus. Je trouve qu'on est encore dans une hiérarchie traditionnelle, puis à quelque part, j'ai trouvé une façon de boxer la hiérarchie traditionnelle sans m'en aller vers l'entreprise libérée, parce que je ne sais pas comment faire. Fait que je propose des projets à des groupes d'employés. En fait, levez la main si ça vous intéresse. Il y a un projet qui était de mettre un comité de mise en forme en place. Parce que je trouvais que je n'étais pas en forme, puis j'avais besoin d'être avec les autres pour me motiver à être en forme. Ouais. Il y a des gens qui ont levé leurs mains, puis est né le comité Gym Tonic, puis ensuite on a mis un gym en place. Puis là, il y a toutes sortes d'activités qui sont faites pour se stimuler, se challenger. On fait des Olympiades à toutes les années. On a fait une activité justement pendant le COVID en respectant toutes les règles. On a mis en place un comité, un comité pour éco-responsabilité parce qu'on veut se positionner comme leader en solutions d'emballage éco-responsable dans les prochaines années. Là, il y a un comité qui est en train de se mettre en place. Bien sûr, on a le comité de party de Noël, le comité social, ces choses-là. Mais on a aussi un comité philanthrope qui s'appelle Le Fil. Et là, ça commence. Ça fait 1 an que c'est commencé. Puis l'année passée, on est allé faire de la bouffe. On a rempli des sacs d'école pour les jeunes de la région. Puis, à travers les conférences qu'on me demande de faire, à un moment donné, j'ai eu l'audace de dire, tu sais, c'était quand même des grosses entreprises qui me demandaient d'aller faire des conférences à le directeur. Tu sais. Je disais, avez-vous du budget? Oh, oui, combien ça coûte? Ah, 2000 $. Je pogne 2000 $ de grosses entreprises qui sont satisfaits, puis je donne ça à mon comité philanthropique pour redonner dans notre région. Fait que je trouve que ça fait bien du sens, puis ça me rend cohérent par rapport à tout ce que je fais. Ah, wow. Moi, j'aimerais ça savoir, David, tu sais, les entrepreneurs, des fois, c'est pas facile. C'est quoi qui a été ton plus grand coup dur? Mon père a tout fait pour nous impliquer dans l'entreprise. Ça a été comme un peu, oui, un cadeau empoisonné parce que j'ai jamais su que c'est que je pourrais faire de ma vie sans ça. Mais là, je veux pas me plaindre parce que, dans le fond, je suis bien chanceux d'être là. Fait que mon père, il nous a mis dans une position, il nous a bâti un avenir carrément. Là. Puis à un moment donné, dans un de ses projets, mon père est devenu comme un entrepreneur compulsif.
Ses projets n'allaient pas bien. Pareil comme un joueur au casino, il remettait de l'argent, il mettait de l'argent, il mettait de l'argent, puis on ne croyait pas en ses projets. Et à la dernière minute, il nous a demandé d'y lancer une bouée de sauvetage, c'est-à-dire de fusionner notre entreprise qui allait bien avec la sienne qui allait mal, puis on a dit non. Résultat de ça, il a fait une faillite personnelle, il a perdu 11 millions. Mon père a tout perdu, Wow. Puis il avait eu du succès dans tout ce qu'il avait touché. Mais il est devenu comme... On essayait de le raisonner. Il y a un processus à ça, là, pour se rendre à non, on ne veut pas fusionner les entreprises. Ouais. Il ne nous écoutait pas, c'était épouvantable. Puis après ça, il y a eu le diagnostic d'Alzheimer. On pense que c'était peut-être ça, mais ça, là, ça a été le bout, la décision la plus dure, qui n'est pas juste moi qui l'ai pris, je l'ai pris avec ma soeur et ma tante dans ce temps-là. Mais je suis correct avec ça, parce qu'il aurait coulé les deux entreprises. C'est ça, parce que, écoute, là, je veux dire, c'est pas une décision qui est facile. Tu as ton père qui t'a bâti une entreprise, puis là, il te dit « aide-moi ». Puis, écoute, là, c'est une décision là, que moi-même, j'aurais eu de la misère à prendre, mais tu l'as pris, puis t'en es aujourd'hui comme très conscient que tu penses que c'était la meilleure décision. Oui, je maintiens que c'est une décision dure et plate, à la limite inhumaine envers mon père, mais c'était la seule bonne décision à prendre parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Comme quoi, souvent quand tu es entrepreneur, puis tu le disais un petit peu plus tôt, il y a des décisions que tu vas avoir à prendre qui sont pas faciles, puis qui font en sorte que c'est difficile quand même l'entrepreneuriat. Mais on se plaindra pas. Non. Il y a des beaux côtés. Fait que c'est comme dans tout. Fait que, wow, Ces décisions-là, personne ne va les prendre à ta place. Exact. À un moment donné, t'es au bat. C'est toi qu'il faut qu'il apprenne. OK. Un ou l'autre, c'est toi qu'il apprenne. Puis Wow. t'as plein de pseudo-conseillers qui Non, c'est disent ça, n'importe quoi, mais à un moment donné, il faut t'apprendre. David, tu es parti en fait de l'entreprise à l'entrepôt, puis tu t'es rendu à la présidence. Tu sais, c'est pas un cheminement d'entrepreneur qui est typique en fait. C'est que, comme tu le disais, en fait, la présidence, tu étais rendu là, on te l'a donné. Est-ce que tu penses que ton cheminement était différent de quelqu'un d'autre, que ça aurait été comme, ben si, t'es rendu là? Bien, écoute, c'est sûr, pour moi, là, c'est super bon d'avoir tout fait. Là. Ouais. Ce qui est important dans cette histoire-là, là, c'est que quand j'ai pris la présidence, ça allait pas bien. OK. Puis ça, là, c'est ça qui fait toute la grosse différence dans où je suis rendu aujourd'hui. Parce que si ça avait bien été, me connaissant, là, le piton du cruise control, j'étais assez à l'aise avec. Les pressions qu'on avait, que ce soit sur les marges par le marché qui était vraiment compétitif, par l'interne qui avait du roulement de personnel, par les fournisseurs. Tu sais, quand tu es distributeur et que tu n'atteins pas les chiffres que tes fournisseurs veulent que tu atteignes, bien, ils ouvrent d'autres compétiteurs. Tu sais. Ouais. Fait que c'était comme une tempête parfaite pour que je me secoue et je fasse « Bon, OK, on fait quoi, gang? Dans l'urgence, c'était de repartir l'équipe des ventes. L'équipe des ventes était totalement bousillée. Fait que j'ai passé 1 an à bâtir l'équipe des ventes. Mais comme j'avais déjà été directeur des ventes, je le savais que j'étais capable, mais je le savais que sur une longue run, c'était pas ma job. Fait que je suis allé chercher un directeur des ventes de qualité. Ouais. Puis j'ai dit, bon, j'ai reparti à la patente. Maintenant, toi, tu te greffes à l'équipe, tu pognes ton bout. Puis je pense, c'est sûr, là, je vais faire le cliché de dire, moi, on dit que je suis bien entouré. Là. Ouais. Et je me suis bien entouré. Et même si c'est toujours tough de faire des congédiements, j'ai laissé aller ceux qui ne faisaient pas partie, qui ne vivaient pas l'aventure comme nous autres. Mais je te dirais que ce cheminement-là que j'ai eu, je le regrette pas du tout. Puis ça, me connaissant, ça m'a provoqué à faire quelque chose OK. et à justement prendre des décisions pour me dégager. Je pense qu'on en a appris pas mal plus sur David Cartier, de l'humain derrière l'entrepreneur. Mais maintenant, je pense qu'on va aller à la pêche.